Le soleil sort à peine, hein, on est encore un peu dans l'ombre, mais on voit que le couvert forestier, il est très clair. On a une majorité de résineux avec du sapin, de l'épicéa, et puis on a quelques feuillus éparses comme ça, avec ces longues branches horizontales. Et puis au niveau du sous-étage, eh ben, on a toute cette herbacée riche qui se développe, l'herbe, les graminées, les petites fleurs forestières qu'on va voir éclore au printemps, à l'été, la myrtille, la framboise, voilà, toute cette ressource alimentaire vraiment intéressante pour le grand tétras. Et donc voilà, si on doit avoir un petit peu une image d'une forêt pour le grand tétras, ça va être un peu celle-ci qu'on va essayer de garder en tête pour vraiment se mettre dans la tête un peu quand on parle de la forêt pour le grand tétras, c'est quoi? Ben voilà, globalement on l'a devant les yeux, quoi. Tu peux nous dire exactement ce que c'est le grand tétras, rapidement? Alors rapidement, oui, on peut toujours faire rapide. Le grand tétras, c'est un des plus gros oiseaux forestiers qu'on a en France et en Europe. Il est de la famille des galliformes, donc si on devait lui trouver un collègue domestique, en fait c'est de la même famille que la poule, le poulet qu'on peut avoir dans nos maisons. Simplement, lui, il vit en forêt, il est sédentaire, c'est-à-dire c'est un oiseau qui ne migre pas, et donc il va falloir que la forêt lui fournisse tout au long de l'année l'ensemble de ses besoins alimentaires. En plus, c'est un oiseau de grosse taille, hein. Le mâle, il fait jusqu'à 5 kg, donc c'est vraiment très gros, 1,10 m d'envergure. La poule est un peu plus fine, elle fait 2,5 kg maximum. Et donc, le fait qu'il soit sédentaire, il va falloir que la forêt lui donne tout ce dont il a besoin tout au long de l'année. Le mâle, c'est un oiseau qui est gros, donc pour pouvoir se déplacer facilement en forêt, pour s'envoler facilement, il lui faut une forêt plutôt claire. En plus, il va chercher à voir le danger avant d'être vu. Alors le danger, c'est essentiellement les prédateurs. Les prédateurs naturels, c'est la martre, l'autour des palombes, le renard. Ça va être les 3 prédateurs principaux. L'autour des palombes, c'est quoi? Alors l'autour des palombes, c'est un rapace forestier. Quand on ne connaît pas, on peut assez facilement le confondre avec la buse, mais l'autour, on le trouve essentiellement en forêt. Et donc lui, il va s'attaquer essentiellement aux jeunes oiseaux et aux poules quand elles sont sur le nid. C'est assez rare qu'il s'attaque aux oiseaux adultes, et notamment les coqs, parce que c'est quand même des oiseaux qui sont très gros. Donc en général, il s'attaque assez peu aux adultes. Mais sur les poussins, sur les poules, oui, il peut faire pas mal de dégâts. Et donc ça fait partie des prédateurs naturels du grand tétras. Et le grand tétras va chercher à se mettre à l'abri de ces prédateurs potentiels. Et donc, par exemple, une des adaptations, une des méthodes de sauvegarde, la nuit, le grand tétras est perché. Alors il est perché, il n'est pas perché n'importe où, ni n'importe comment. Il va se percher uniquement sur des feuillus isolés. Alors dans le Haut-Jura, ça va être essentiellement des hêtres et des érables. Alors ici, par exemple, on a quelques arbres qui sont intéressants à ce titre-là, avec par exemple ce foillard qu'on a là juste devant nous. Le foillard, c'est quoi exactement? Alors c'est un hêtre en parler du Haut-Jura. D'accord. Un terme c'est vrai qu'on utilise beaucoup entre professionnels, mais voilà, un hêtre. Et donc celui-ci est intéressant parce que déjà, il est d'assez grande taille. Et puis surtout, il a ces grandes longues branches horizontales. Et le tétras, pour se mettre à l'abri de ses prédateurs, va se percher tout au bout de ses branches. Alors imaginez un oiseau de 5 kg au bout de ces longues branches. Vous imaginez très facilement à quoi ça peut ressembler, hein. Il est dans un équilibre assez précaire. Mais l'avantage, c'est que si une martre vient à poser la patte sur la branche pour essayer d'aller en faire son casse-croûte, le tétras peut s'envoler immédiatement en ayant senti les vibrations dans la branche en question. Donc ça, c'est une façon de se prémunir des attaques de prédateurs qui est vraiment important. Et donc ces arbres isolés, nous, ce sont des arbres qu'on cherche pour voir si l'espèce est présente ou pas dans un massif forestier. Ensuite, oui. Ouais, je voulais. Donc là, d'après ce que tu me dis, le lieu pourrait lui convenir là, puisque tu disais que c'est assez ouvert, ouais, qu'il a donc ces fameux perchoirs qu'il peut avoir à manger. Il manque un truc là, c'est l'oiseau lui-même, quoi. Donc, ouais. Est-ce que tu vas pouvoir m'en montrer un ou pas alors non, je ne t'en montrerai pas. Alors,
ici où on est là vraiment, il n'y a plus de grand tétras depuis maintenant 10 à 15 ans. Il arrive qu'il y ait des jeunes individus qui, on dit qu'ils sont un peu erratiques en attendant qu'ils déterminent vraiment leur territoire, qu'ils garderont tout le reste de leur vie. Mais il n'y a plus de population établie depuis maintenant une quinzaine d'années sur cette forêt, même si elle est encore accueillante en fait, en termes d'habitat. Donc le problème, c'est qu'il n'arrive pas à être maintenu, quoi, alors, si j'ai bien compris. Ouais, clairement, c'est une espèce en voie de disparition. On a perdu plus de 70% des effectifs sur les 50 dernières années, donc c'est vraiment une chute extrêmement importante et rapide. Le phénomène s'est amplifié sur les 10 dernières années, 10 à 15 dernières années. Là, on estime la population jurassienne autour de 200 individus sur l'ensemble du massif jurassien. Donc ce qui est clairement trop peu pour assurer sa sauvegarde, tout simplement. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent sur l'avenir de la population de grands tétras dans le massif jurassien, très clairement. Okay. Donc effectivement, je ne t'en montrerai pas aujourd'hui. Alors tu me disais que ça serait compliqué que tu me montres un spécimen. Et donc là, tu voulais me parler d'un des problèmes qui fait qu'il est difficile à trouver, quoi. Oui, qu'il est difficile à trouver d'une part, et surtout qu'il est en voie de disparition d'autre part. En fait, il y a plusieurs facteurs qui expliquent le fait que les populations de grands tétras chutent. Et un des facteurs dominants, c'est la fréquentation humaine qu'on a dans les massifs forestiers. Et une des causes de cette fréquentation, c'est la création des voies de desserte. À vocation forestière pour la plupart, routes, pistes de débardage, mais aussi pistes de ski, sentiers raquettes, sentiers VTT, à cheval, tout ce qu'on peut imaginer maintenant, notamment pour les activités de pleine nature. En fait, ce qui se passe, c'est que le grand tétras est une espèce extrêmement sensible, extrêmement farouche. C'est aussi pour ça que même si j'avais voulu te montrer un grand tétras, je n'aurais pas pu te montrer un grand tétras avec certitude. Par définition, il est sauvage, c'est ça que tu Par dis? définition, il est extrêmement sauvage et nous, on le voit assez peu finalement. On cherche plutôt des indices de présence. Je pourrais t'en montrer quelques-uns tout à l'heure. Mais bien souvent, on ne le voit pas, quoi. Mais voilà, pour revenir à l'impact de ces infrastructures, de ces sentiers de randonnée, le grand tétras, pendant la période de l'hiver et surtout de l'hiver, cherche à économiser son énergie. Pour économiser son énergie, il va réduire son territoire à une portion toute petite, c'est-à-dire en plein été, le territoire d'un grand tétras, c'est autour de 60 hectares. 60 hectares, ça représente une très grande surface pour un oiseau. Pendant l'hiver, il va restreindre son habitat à 2, 3, 5 arts. 5 arts, ça représente une petite bosse, on en a une là juste derrière nous. Un grand tétras pourrait tout à fait passer l'hiver sur une petite bosse de cette taille-là, en réduisant ses déplacements au maximum. Et dès lors que l'humain pénètre profondément dans ces massifs, le grand tétras le voit comme un prédateur, une attaque potentielle, et il va fuir. Et donc petit à petit, au fil des jours et des dérangements répétés, puiser dans ses réserves et s'affaiblir et être victime de parasites et moins efficace au moment de la reproduction qui intervient au printemps, quoi. Donc cette fréquentation en hiver, elle peut vraiment être dommageable. Donc c'est vraiment important quand on réfléchit à la protection de cette espèce, à bien travailler la localisation des pistes, des routes et des sentiers divers et variés pour bien intégrer la présence de cet oiseau dans la forêt, quoi. Donc là, tu es sur une piste là, forestière, donc potentiellement, si un oiseau ça veut passer l'hiver là, s'il y a des gens qui passent régulièrement, ça va le déranger, quoi. C'est ce que tu veux me dire. C'est exactement ça. Donc en fait, en hiver, un des bons réflexes à avoir, c'est que si le sentier n'est pas balisé pour la pratique hivernale, même si dans la neige on devine très bien ces pistes et ces routes, s'ils ne sont pas balisés pour la pratique hivernale, il vaut mieux éviter de l'utiliser. Et en plus, d'une façon beaucoup plus globale, tous les animaux sont dans une période difficile à cette période de l'année, la ressource alimentaire est ultra limitée. Donc autant laisser ces massifs forestiers le plus calmes possible pour préserver tous ces éléments de la nature sauvage. On a tendance à...
Pour la plupart des gens, on a tendance à penser que la forêt, elle pousse toute seule et que l'homme, finalement, n'a pas vraiment besoin d'intervenir. Alors effectivement, la forêt, elle pousse toute seule, on est bien d'accord là-dessus. Par contre, ce n'est pas forcément la même forêt. Et le tétra est assez exigeant quand même en matière de milieu forestier et de tous ces éléments dont on a parlé un petit peu et dont il a besoin. Donc, une partie de notre travail au groupe Tétra, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que les gestionnaires forestiers, qu'ils soient publics ou privés, ils puissent intégrer vraiment ces éléments-là dans leur travail. Et pour ça, voilà, on les forme, en tout cas on discute pas mal avec eux pour argumenter, pour apporter un peu notre vision des choses. Et voilà ce que je voulais montrer ici. On a deux faciès différents de forêt en fait. On a ici une zone très ouverte comme on a vu tout à l'heure. Ouais. Et là, c'est vraiment le geste du forestier qui a créé ça, puisque avant la coupe, c'était une forêt qui était beaucoup plus dense, beaucoup plus fermée, comme on a juste à droite sur la parcelle d'à côté, qui elle n'a pas été émartelée encore. Donc, ce qu'on a là, c'est quelque chose de beaucoup plus dense, beaucoup plus sombre. Il y a pas mal de bois. Alors, ça reste une belle futaie, hein, ça reste une belle futaie jardinée, il n'y a pas de souci. Mais pour le tétra, ça a tendance à être un petit peu serré, un petit peu trop fermé. Et donc, en fait, quand le technicien de l'ONF est venu faire son martelage ici, il a bien intégré le sujet du tétra. Et quand il a martelé cet espace-là, eh ben, il a eu à cœur de créer des ouvertures. De bien ouvrir, et donc il s'est appuyé sur des gros bois. Hein, on a une belle pesse ici à notre droite là, qui est prometteuse. C'est quoi que tu appelles une pesse? Alors un épicéa, voilà. C'est un beau sujet, et donc il a vraiment créé son ouverture en s'appuyant sur ces gros bois. On a un beau sapin aussi à gauche, voilà. Et donc il a vraiment créé cette clairière, cette zone d'ouverture, et qui favorise l'arrivée de la lumière jusqu'au sol, avec le développement de cette herbacée, de ces myrtilles et de ces framboises qu'on recherche pour le grand tétra. Et donc c'est cet aspect de mosaïque qu'on cherche à créer. Il faut que ça soit ouvert là pour qu'il ait à manger, on va dire. Puis en même temps qu'il y ait des arbres, quoi. Alors voilà, exactement. Et puis tout l'intérêt de ce travail-là, de ce travail en mosaïque, c'est de se dire, voilà. Et à côté, je cherche quelque chose de beaucoup plus dense, qui va rester dense pendant quelques temps, pendant 10 ans, une rotation, 2 rotations, 20 ans par exemple. Et puis quand la zone qui aura été ouverte, elle se sera bien refermée, bien régénérée avec des jeunes sapins. On a juste là, par exemple, tout un bouquet de belles perches résineuses. Donc la forêt, voilà, elle est dynamique, elle se renouvelle. Et bien à ce moment-là, quand la clairière se sera refermée, ce sera la zone dense qui pourra prendre le relais et qui pourra à son tour être ouverte. Donc voilà, c'est vraiment ça le geste du forestier quand on parle du grand tétra en forêt en fait. Donc c'est pas forcément facile. Ouais, il faut intégrer ça, quoi. En gros. Faut l'intégrer, il faut bien connaître sa forêt, il faut bien préparer son martelage. Savoir exactement ce qu'on va faire, et puis pas hésiter à dire à ses collègues, parce que c'est rare que les martelages se fassent tout seuls, hein, souvent c'est des équipes, ce qu'on cherche à faire, quels sont les enjeux, quelles sont les problématiques. Et donc nous on essaye d'intervenir pour que le forestier, qui est un professionnel, qui maîtrise tout ça, puisse des fois avoir un autre curseur à ce niveau-là et son geste sylvicole un tout petit peu différemment, ce qui, encore une fois, n'empêche pas de récolter des arbres, quoi. C'est tout l'enjeu du grand tétra, c'est ça. D'accord. Là, tu m'as parlé de la forêt communale, quoi. Ouais, c'est ça, c'est une forêt publique. Oui. Et tu abordes la même chose avec les forêts des propriétaires privés. C'est la même problématique pour toi, quoi. Alors, la problématique, elle est exactement la même. Hein, clairement, on est dans les mêmes sujets, dans les mêmes façons de gérer. Simplement, jusqu'à présent, il faut bien l'avouer, c'est quand même beaucoup plus facile d'intervenir en forêt publique parce qu'on a un interlocuteur, hein, qui est l'ONF. Éventuellement, on va aussi porter la bonne parole au niveau des élus locaux, qui sont les véritables propriétaires, hein, de ces forêts, qui sont les décideurs. Mais c'est vrai que voilà, le contact, il est vraiment privilégié avec l'ONF. En forêt privée, petit à petit, ça se met en place. On commence petit à petit, voilà, on rencontre les gestionnaires privés qui, eux aussi, sont de plus en plus intéressés par la démarche. Et puis, des propriétaires qui ont, eux aussi, à cœur d'avoir une forêt, une belle forêt, en fait, tout simplement. Et donc, ça se met en place petit à petit, mais il y a tellement d'intervenants différents. Des propriétaires de micro-forêts, etc., que ça rend l'exercice... C'est beaucoup moins simple pour toi de maintenir un contact. C'est pour ça que de pouvoir
discuter et échanger avec les gestionnaires, ça me paraît être une assez bonne porte d'entrée parce que potentiellement ils ont un portefeuille de forêt assez important. Et eux, voilà, si comme les agents ONF, ils l'intègrent bien dans leur démarche, ça peut profiter à de nombreuses parcelles. Donc c'est vraiment intéressant. Alors là, tu voulais aborder encore un nouveau problème, j'imagine, ou vas-y, je te laisse parler, dis-moi. Alors effectivement, c'est un des nouveaux problèmes en forêt et c'est le problème de pas mal de gestionnaires forestiers. En fait, c'est comment on gère le hêtre. En fait, le hêtre, quand on en parle en plaine, c'est une espèce vraiment intéressante qu'on cherche à favoriser. Mais quand on est dans le Haut-Jura, le hêtre, il a tendance à devenir très envahissant. Et pour le tétras, trop envahissant. Et donc, on le voit ici. Alors ici, c'est assez diffus, puis les feuilles ont commencé à pas mal tomber, donc ça se voit un petit peu moins. Mais malheureusement, dans le Haut-Jura, quand on ouvre la forêt, c'est un peu 50-50. C'est soit on a de la chance et on va avoir cette myrtille qui va se développer, soit on n'a pas de chance, ou on a mal localisé la clairière, et en fait ce qui pousse c'est du hêtre, du semis de hêtre. Et le problème de ce semis de hêtre, c'est que étant très envahissant, il va complètement étouffer la végétation qui pousse normalement en dessous. Et pour le tétras, à la fois c'est impénétrable, il ne peut pas se déplacer là-dedans, et d'autre part, la ressource alimentaire disparaît petit à petit. Donc une des missions, une des actions qui sont mises en place dans le Haut-Jura, c'est lutter contre le hêtre. Alors voilà, on le dit comme ça. Et donc on va venir, en tout cas motiver les propriétaires, les gestionnaires à mettre en place des travaux forestiers pour couper en fait ces semis, pour laisser la place à la myrtille. Ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que c'est un problème assez récent finalement, cet envahissement du hêtre, ça date on va dire une trentaine d'années, qui prend de l'ampleur. Alors pourquoi il est récent ? C'est parce que d'une part, historiquement dans le Haut-Jura, il y avait pas mal de pâturage en forêt. Alors c'est très vrai dans le Haut-Doubs, avec les fameux prébois, et donc les vaches mangent pas mal ce fameux hêtre. Et d'autre part, le changement climatique, le réchauffement climatique a tendance à le rendre beaucoup plus dynamique en altitude. Et donc on a, il faut bien l'avouer, un peu le sentiment qu'on se bat contre un phénomène un petit peu inéluctable, quoi. Donc voilà, cet envahissement du hêtre, c'est une des problématiques majeures en termes de conservation du grand tétras dans les forêts du Haut-Jura. Donc c'est pour ça que je tenais à le montrer. Alors là, qu'est-ce que tu veux me montrer exactement, ce qu'il y a devant nous là? Si tu peux m'y montrer d'un peu plus près. Je vais te le montrer d'un peu plus près. Alors on est en automne, les feuilles sont tombées pour la plupart, mais voilà, c'est cette fameuse myrtille là qui est un peu l'or vert pour le grand tétras. Donc c'est ça dont il a besoin, voilà, on va dire quand il y a des fruits, quoi. Exact. Non, en fait tout le temps. Tout le temps. La myrtille, c'est vraiment la ressource alimentaire de base du grand tétras. C'est-à-dire qu'au printemps, il va manger les bourgeons des feuilles. En été, enfin au début de l'été, il va manger les feuilles constituées. En été, il va manger les baies. Jusqu'à temps qu'elles sont présentes, même si elles sont un peu séchardes à la fin de l'été, etc., c'est pas grave. Et c'est finalement à cette saison où tout est tombé qu'elle n'a plus vraiment d'intérêt. Mais c'est vraiment une ressource alimentaire presque constante tout au long de l'année, dès lors que la neige est partie, en fait. Donc ça, c'est vraiment le sujet de toutes nos préoccupations. Donc c'est ce que tu disais là, quand il y a des fameux petits hêtres là, ouais. C'est ça qui va empêcher de pousser la myrtille. C'est exactement ça. Et donc là, alors c'est un tout petit peu plus loin, alors je le tire ici, mais voilà. Ça, c'est un sujet ici, je ne sais pas si tu as... Ouais, c'est bon, tu peux le tirer, je vois. Clairement, celui-là, il faudrait le couper. D'accord. Voilà, parce qu'il est mal placé, on a une belle tache de myrtille juste derrière. Donc ça, c'est des sujets qu'il faudra couper quand on fait des travaux. Okay. Et puis, la ressource alimentaire en hiver dans le Haut-Jura, elle est très précise aussi, c'est le sapin. Alors là, on en a un petit spécimen, il est un petit peu trop petit ici pour assurer l'alimentation d'un ou plusieurs oiseaux adultes. Et donc le grand tétras, il va chercher des grands sapins. Donc ça serait quoi? Ça serait les... Ça, c'est un sapin qui est devant, là? Alors oui, là, on a un beau sapin devant nous, un beau sapin blanc. Alors, ça ne va pas forcément être des gros arbres. Il faut des arbres de 20 cm de diamètre peuvent parfaitement assurer l'alimentation du grand tétras. Par contre, ces arbres ne sont jamais choisis au hasard. C'est-à-dire, là, en plus, à cette altitude-là, on a quand même pas mal de sapins dans le peuplement. Il est majoritairement présent. Et donc, il n'y en aura qu'un ou deux qui sera choisi pour l'alimentation. Parce qu'ils vont avoir la particularité d'avoir un taux d'azote beaucoup plus important dans les aiguilles. Parce qu'ils mangent les aiguilles. Ils mangent uniquement les aiguilles. Et là, c'est assez rigolo parce qu'en fait, le sapin n'a pas été mangé par le grand tétras parce que le grand tétras n'est plus là.
Mais en fait, avec son bec, il va vraiment cisailler. C'est comme si on faisait un coup de ciseau sur les aiguilles. Alors, je vais le faire comme ça avec le doigt. Voilà. Et donc quand on a un sapin qui est mangé par le grand tétras, voilà, il est vraiment le bout des aiguilles comme ça est vraiment découpé et en fait il va se nourrir de ses aiguilles. Tu me dis qu'il choisit ses sapins alors. Il choisit ses sapins parce qu'en fait ce taux d'azote supérieur dans les aiguilles fait qu'il assimile plus facilement l'énergie qui est contenue à l'intérieur de ses aiguilles. Donc ça, et c'est vraiment une connaissance qui est transmise de génération en génération de grand tétras. Donc il y a une vraie histoire autour de ces arbres. Donc nous, quand on les cherche, eh ben, on les identifie et on fait passer l'information aux propriétaires, aux gestionnaires qui peuvent les conserver. Donc ça, c'est vraiment voilà, les deux éléments les plus importants dans le Haut-Jura pour la ressource alimentaire du grand tétras, ça va être la myrtille et le sapin. Voilà. Et puis, ce que je voulais te montrer aussi, quand on a ces fameux sapins nourriciers qu'on connaît, eh ben on va chercher à leur pied des indices de présence. Parce que je disais tout à l'heure, nous aussi, finalement, le grand tétras, on le voit assez peu. Et donc, finalement, on cherche des crottes. Alors, je t'en montre comme ça. T'en bouges plus. Je ne bouge plus. Que je fasse un point dessus. Ouais, donc ça, c'est des crottes de tétras. Ouais, ça, c'est des crottes de coque, même. Donc, des crottes d'hiver. Elles sont... je pense qu'à l'image, on peut très bien voir, hein, assez filandreuses. Donc ça, c'est tous les débris d'aiguilles. D'accord. Et le grand tétras fait une crotte toutes les 15 minutes. Ah, dis donc. Voilà, c'est presque une horloge. Et donc, quand il passe la journée dans un sapin ou la nuit dans un hêtre, en fait, on peut facilement trouver des crottiers comme ça. Il y a une montagne de crottes en dessous, c'est ça? Il peut y avoir, et surtout, et à la fin de l'hiver, quand c'est des arbres qui ont été utilisés tout l'hiver, et ben en fait, il y a un vrai fumier, hein, on appelle ça un fumier de grand tétras, qu'on trouve au pied des sapins, donc, ou des feuillards. Et donc, ça, c'est toujours intéressant. Et en fait, c'est ça qu'on va chercher quand on cherche le grand tétras, quoi. Donc indirectement, c'est plus ce que tu appelles ces indices de présence qui te permettent de dire, bon ben là il y a des individus, là ils se nourrissent, là c'est plutôt ça, quoi. Exactement, et ça nous permet effectivement de dire, bah, là il y a un ou plusieurs grands tétras. On peut aussi dire c'est soit un coq, soit une poule, parce que les crottes ne sont pas de la même taille en fonction du sexe, c'est de la taille de l'oiseau. On peut aussi dire bah, si c'est un arbre nourricier, un sapin, si c'est un arbre perchoir. En comptant les crottes, on peut même dire s'il a été dérangé dans la nuit ou pas dérangé. Enfin voilà, on peut finalement dire beaucoup de choses à partir de ces indices. Alors là, tu voulais me remontrer, enfin pas me remontrer, me montrer carrément, on ne l'avait pas vu encore, un autre arbre qui peut éventuellement servir au tétras. Hein. Oui, exactement. Donc on a parlé de la ressource alimentaire en hiver, on a parlé de la ressource alimentaire en été, printemps, et en automne, on voit apparaître un certain nombre de baies forestières sur des petits arbres fruitiers. Alors là, on a en plein soleil, là, idéalement placé, on a un beau sorbier. Alors, on a encore pas mal de fruits. Donc c'est ces grappes de fruits rouges qu'on voit bien. On va avoir des alisiers aussi qui vont être pas mal recherchés. Donc en fait, ces baies, elles vont être source d'énergie à l'automne et juste à l'entrée de l'hiver, elles tombent parfaitement bien. Donc le grand tétras va les manger. On a une petite cousine du grand tétras qui apprécie aussi beaucoup ces petits fruits, c'est la gélinote des bois. Donc on en parle assez peu de cet oiseau. Mais c'est aussi une espèce emblématique des forêts du Haut-Jura. Qui est présente ici Qui est présente ici, qui est présente sur tout le massif jurassien, dans les Alpes également. Et beaucoup plus discrète, beaucoup plus petite, beaucoup plus difficile à voir. Alors quand on compare au grand tétras, on peut se dire que déjà c'est pas simple, donc je vous laisse imaginer la C'est ardu ton boulot finalement. C'est fort ardu, mais passionnant. Ouais. Mais voilà, c'est aussi une espèce vraiment intéressante sur laquelle on commence à travailler de plus en plus. Il y aurait aussi tout un sujet à faire sur la gélinote des bois. C'est plus petit, hein, tu m'as dit. Ah ça oui, une gélinote des bois, ça fait 400 grammes. Ah oui, c'est petit. Oui, voilà, c'est le plus petit représentant de la famille des galliformes. Donc voilà, la taille d'une petite poule en fait. Voilà. Et elle se nourrit également de ces fameuses sorbes, on dit comme ça. Oui, les sorbes, les alises. Alors effectivement, en automne, elle va les rechercher. Et par contre, en hiver, contrairement au grand tétras, elle va manger des chatons de noisetier et des bourgeons de hêtre, des bourgeons d'aubépine. Elle va plutôt être dans les strates
buissonnantes de la forêt. Et donc elle va être à la recherche de ce qu'on appelle les morbois, donc ces arbres qui n'ont pas de valeur commerciale, qui ont tendance à embroussailler la forêt, mais qui sont d'une grande richesse, alors pour la gélinote des bois, mais aussi pour les grives, les merles, tous les petits passereaux forestiers qu'on a la chance de rencontrer. Donc voilà la petite gélinote des bois. Alors tu m'avais parlé que c'était hyper compliqué de le voir, cet animal, et que malgré tout, on pouvait, si ce n'est le voir, au moins l'entendre à certains moments de l'année. Et c'est ce que tu veux me montrer un peu là où on est là. Oui, exactement. Donc le grand tétras, c'est un animal solitaire, un oiseau solitaire, mais au moment du chant, au moment de la reproduction, au cours du mois d'avril-mai, les mâles se regroupent sur ce qu'on appelle des places de chant ou des arènes. Et donc à cette période-là, dans la mesure où l'emplacement est assez immuable normalement, il est assez facile de pouvoir se rendre sur ces places de chant pour pouvoir voir les oiseaux, idéalement, ce n'est pas toujours le cas, souvent les entendre, et pour nous pouvoir les compter surtout. Alors une place de chant, dans les écrits anciens et même encore relativement récents, on avait une image assez codifiée de la place de chant, d'une zone assez ouverte, clairiérée en forêt, etc. Comme on a un petit peu là sous les yeux. Alors la présence de la piste de débardage, en l'occurrence, ne gêne absolument pas les oiseaux, du moment qu'elle n'est pas fréquentée par l'homme. Mais en fait, au fil du temps, on se rend compte que cet aspect typique de la place de chant, il n'existe pas vraiment. Et on trouve des places de chant dans des secteurs de forêt beaucoup plus diversifiés qu'on ne veut bien l'imaginer au départ. Des secteurs voilà, très jardinés comme on peut avoir là devant nous, ou au contraire un petit peu plus denses et avec des reliefs très variés. Donc en fait, ce qui va décider de la localisation d'une place de chant, c'est pas tellement la forêt en soi, c'est vraiment de l'oiseau qui va être dominant sur la place de chant. Le moment de la reproduction pour le grand tétras fonctionne vraiment comme le brame du cerf. Cette période du chant sert à élire le coq dominant d'un massif forestier. D'où les combats, d'où les coups d'aile, les coups de bec, les joutes. Et à l'issue de cette période, c'est le coq dominant qui va pouvoir cocher l'ensemble des poules d'un secteur. Et donc cette cocher, ça veut dire cocher, ça veut dire se reproduire tout simplement. Voilà, c'est le terme adéquat. Et du coup, voilà, cette place de chant, elle va avoir une physionomie qui va dépendre en fait de ce coq dominant, puisque la place de chant va glisser petit à petit sur le territoire de ce coq dominant. Et donc la physionomie, elle varie en fait. On a même des places de chant, malheureusement, je dirais, qui glissent carrément sur des routes forestières, des routes goudronnées. C'est aussi pour ça qu'on cherche aussi à fermer les routes pendant cette période-là, pour laisser le plus d'espace possible aux oiseaux. Voilà. Ok, ouais, donc il s'installe un peu où il veut, quoi. Oui, exactement. Il y a un paramètre qui peut faire changer de... on dit faire glisser en fait une place de chant, parce que le changement ne se fait pas d'1 kilomètre comme ça en une année, souvent le déplacement se fait petit à petit. C'est la présence d'un prédateur comme l'aigle royal, puisque c'est vrai que naturellement le grand tétras, qui est un gros oiseau, et puisqu'il veut être vu de ses congénères, a tendance à aller dans des places de chant qui vont être quand même effectivement plutôt claires. Mais l'aigle royal est un prédateur ailé, attaque donc du ciel, et en l'occurrence, d'avoir des places de chant très ouvertes, c'est un sacré désavantage pour la protection contre ce prédateur. Et quand l'aigle royal est présent, les places de chant ont tendance à se glisser justement dans des secteurs de forêt plus touffus, plus denses, où l'attaque de ce prédateur sera moins aisée. Donc voilà, ça fait partie des phénomènes intéressants d'écologie du grand tétras. Alors Alexandra, est-ce que tu peux me parler un peu de ton activité ? Oui, bien sûr. En fait, non, je rigole, c'est parce qu'elle n'est pas facile à décrire, vraiment. Ah, vas-y, fais comme tu le sens. En fait, je suis coordinatrice du groupe Tétras Jura. Donc, ça veut dire pas grand-chose en soi. Donc, le groupe Tétras Jura, déjà, c'est une association de protection de la nature. On travaille uniquement sur le grand tétras et la gélinote des bois dans le massif jurassien français. Et donc le fonctionnement associatif fait qu'il y a un conseil d'administration, des adhérents, etc. Après, elle a un ADN un petit peu particulier parce que ce n'est pas une association militante de protection de l'environnement comme il y en a d'autres en France. On pense facilement à France Nature Environnement, la LPO, etc. L'ADN veut que ce soit presque plus une plateforme d'acteurs
Et du coup, au sein du conseil d'administration, on trouve les chasseurs, la Ligue de protection des oiseaux, des accompagnateurs en moyenne montagne, et puis des gens issus du monde forestier, et puis des simples jurassiens. Donc l'idée, c'est de mettre tout le monde autour de la table, de discuter, d'essayer d'avancer petit à petit pour protéger ce grand tétras et cette gélinote des bois. Donc voilà. Et ça fait combien de temps qu'elle existe, cette association? Alors l'association, elle a été créée en décembre 1991, donc elle est déjà elle a plus de 30 ans maintenant, donc c'est déjà une vieille structure. Il n'y a pas toujours eu des salariés. Moi, je suis arrivée il y a 20 ans maintenant au groupe tétras. Ça fait un petit moment. Donc ça fait quand même un petit moment. Connais, quoi. Ouais, effectivement. Et en fait, les gens qui ont monté cette association travaillaient déjà ensemble à la fin des années 70, début des années 80, mais de façon informelle. En fait, ils faisaient des suivis de population, ils faisaient 2-3 actions avec les forestiers. Et puis petit à petit, ça a été nécessaire de prendre une forme administrative plus reconnue. Et le groupe Tétras Jura est né à cette occasion-là. Donc ça fait quand même pas mal de décennies que le tétras est, on va dire, surveillé par les gens du coin, quoi, les Jurassiens. C'est un animal qui était là depuis toujours. Alors ouais, le grand tétras, on dit facilement c'est une relique glaciaire, hein, donc c'est vraiment un oiseau qui est complètement attaché à ces forêts du Haut-Jura. Historiquement, on le trouvait beaucoup plus bas en plaine. Hein, la forêt des Moidons, par exemple, même pas bien en dessous des 1000 mètres d'altitude qu'on lui connaît maintenant. Et donc petit à petit, avec la régression des populations, les populations sont remontées en fait sur les cœurs, les noyaux, et du coup les massifs les plus hauts en altitude qu'on connaît maintenant, le Rizou, le Massacre, le Rizol dans le Houdou. Voilà. D'accord. Donc là, tu m'as montré un peu 2-3 aspects de la vie de l'animal. Donc c'est ce que je t'ai dit pendant un moment, c'est qu'on n'en a pas vu, quoi. Donc j'imagine que le but de l'association, c'est aussi d'essayer de faire connaître l'animal et puis de préserver sa survie, on va dire, sur le massif. Ouais, effectivement, c'est l'objectif unique, j'allais dire, c'est ça. Alors pour l'atteindre, on a plusieurs axes de travail en fait. Hein. On a déjà tout ce qui est le suivi des populations, je t'ai montré tout à l'heure, hein, les indices de présence qu'on cherche, le suivi sur les places de champs. Donc ça c'est un volet vraiment important du travail, c'est aller en forêt, voir où est le grand tétras, pour pouvoir après, sur la base de ces informations, travailler avec les gestionnaires forestiers, avec les propriétaires, avec les administrations, pour dire attention, le grand tétras il est là, on ne peut pas installer un parc éolien n'importe où, par exemple, typiquement, hein, dans les sujets un petit peu d'actualité. Donc ça c'est un gros travail. Le deuxième travail, c'est toujours essayer de mieux comprendre, d'expérimenter, d'utiliser des nouveaux outils. Maintenant, on utilise pas mal l'aspect génétique des populations. On se pose pas mal de questions par rapport à ça. Donc, on travaille avec des généticiens, avec le monde de la recherche, et c'est vraiment passionnant. Et puis, le dernier sujet, c'est un petit peu ce que tu disais, c'est la sensibilisation, la pédagogie, faire comprendre, faire connaître. Pourquoi on est obligé de restreindre les libertés, pourquoi on est obligé de mettre en place des réglementations. C'est parce que vraiment on a un enjeu fort derrière, c'est la conservation du grand tétras. D'accord, donc actuellement il est en voie d'extinction sur le coin ou... Oui, on est clairement depuis 50 ans sur la mauvaise pente. Hein. Depuis une vingtaine d'années, le phénomène s'est encore accentué. On estime qu'il y a autour de 200 individus dans le massif jurassien français actuellement, c'est moitié moins de ce qu'il faudrait pour avoir une population viable, en fait. Donc on est clairement, l'espèce est clairement en danger. Alors tu m'as parlé des différentes pistes de travail avec les gestionnaires, de sensibilisation, on va dire, du grand public, des habitats. Tu vois d'autres pistes, toi, pour essayer de le maintenir, puisque ça ne suffit pas, on dirait Alors, ça suffit pas parce que, aussi, jusqu'à présent, on ne les a jamais déployés de façon assez importante et massive pour vraiment avoir un impact. C'est-à-dire qu'on agit un petit peu par touche, par petites touches, par massif, par-ci, par-là, on papillonne d'une action à l'autre. Et dans le contexte, il faudrait qu'on ait une action massive et d'ampleur sur l'ensemble du massif et des massifs où il est présent, des forêts où il est présent, pour inverser la tendance. Ça, c'est clair. Donc, on sait ce qu'il faut faire, mais on n'a jamais pu se donner vraiment les moyens nécessaires pour le faire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis maintenant, on en est arrivé à une telle situation de la population, je disais, autour d'à peine 200 individus, que, intrinsèquement parlant,
la population n'est plus en capacité de profiter d'actions bénéfiques qu'on pourrait mettre en place. C'est-à-dire on peut lui proposer une forêt 5 étoiles, aucun dérangement, un habitat fantastique. Si les poules, elles ne sont pas capables de mener des nichés à terme parce qu'il y a trop de consanguinité, nos efforts seront vains finalement. Ouais. Donc ça, désormais, c'est une des voies de réflexion importantes qu'on a dans le massif jurassien, parce que malheureusement, on a l'exemple vosgien. Hein, il y avait une population de grands tétras. Il y a 20 ans, ils étaient dans la situation dans laquelle on est maintenant. Et maintenant, ils ont moins d'une dizaine d'individus. La population est quasiment éteinte. Donc on a la chance dans le Jura d'avoir encore une population locale. L'idée, ce serait, en tout cas, de la renforcer avec de nouveaux individus pour rapporter du sang neuf et pour faire en sorte que les poules, elles puissent assurer la reproduction dans de bonnes conditions. Il faudra les faire venir d'où alors, ces individus? Alors il y a plein d'options sur lesquelles on commence à travailler. Hein. On est vraiment au début de la réflexion, il n'y a rien de décidé. Une des possibilités serait de faire venir des oiseaux de pays nordiques, Suède, Norvège, Finlande, on a des populations de grands tétras. Il y a aussi des oiseaux autrichiens qui sont vraiment la même souche génétique que les oiseaux jurassiens, c'est important aussi. Hein. Donc ça c'est un premier aspect, c'est-à-dire de faire venir des oiseaux sauvages. Pour renforcer la population jurassienne. Et une autre option, ça peut être de passer par la voie de l'élevage, puisque le grand tétra s'élève, hein, bien que ce soit un oiseau sauvage, il s'élève. Et donc on pourrait imaginer un mix de ces deux possibilités. Quoi. D'accord. Donc je me rends compte, moi, que ce que tu fais depuis 20 ans, ça a l'air ardu, quoi, quand même. Alors, pourquoi il faudrait absolument préserver cet animal pour toi? Plus largement, quoi, ça veut dire quoi de dire il faudrait pouvoir maintenir cet animal sur le massif jurassien? Ça fait partie des débats qu'on a assez souvent avec les détracteurs du grand tétras, de dire oui mais vous nous cassez les pieds avec cet oiseau, on ne peut plus rien faire, on ne peut pas faire du ski comme on veut, voilà, c'est vraiment un débat important dans le massif. C'est vrai qu'on ne peut pas mettre en face des arguments économiques, c'est-à-dire on ne va pas faire venir des touristes pour voir du grand tétras, ce serait aller contre notre objectif en plus. Donc voilà, ça déjà on sait que ce n'est pas possible. Ça gêne l'activité sylvicole, hein, il faut être honnête, ça restreint les périodes de pratique possibles, c'est sûr, c'est compliqué. Ceci étant, quand on a du grand tétras, on dit que c'est un indicateur de la biodiversité, c'est-à-dire c'est un oiseau qui a un tel niveau d'exigence de la qualité de la forêt dont il a besoin que tout un tas d'autres espèces profitent du travail qu'on fait sur cette espèce-là, c'est-à-dire le fait d'avoir des très gros bois, des forêts très diversifiées, très ouvertes, tout ça profite aux petites chouettes de montagne, aux pics, aux insectes, aux mousses, aux lichens, tous ces petits éléments qui en soi ne sont pas super fantastiques à part pour des gens très pointus, quoi. Donc il y a ça, et du coup c'est ce qu'on appelle une espèce parapluie ou une espèce ombrelle, c'est-à-dire quand on travaille pour lui, on travaille en fait pour la totalité de la nature sauvage dans les forêts du Haut-Jura. Voilà. Et ça c'est ce qui nous mène, c'est ce qui nous oblige à continuer à essayer de le sauver, quoi. Ok. Tu peux me dire un peu qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Enfin, j'imagine que tu es sensible quand même à l'environnement, à beaucoup de choses, mais comment tu es arrivé à être dans une assoce comme ça, qui s'occupe de cet animal-là, quoi? Souvent, c'est pas nous qui décidons, c'est la vie qui décide pour nous. Mais bon, j'ai fait mes études dans la protection de l'environnement. Au départ, je voulais travailler à l'ONC. L'ONC, c'est Office national de la chasse à l'époque, qui est devenu l'ONCFS, donc qui est de la faune sauvage, et puis qui est maintenant l'Office français pour la biodiversité. Et puis, ça c'était le plan un peu pour les études. Et puis, il se trouve que j'ai fait mon stage de BTS sur la réserve naturelle de la Haute-Chaîne du Jura, donc dans le Pays de Gex. Sur le grand tétras et la forêt pour le grand tétras. Et là, je suis tombée amoureuse du massif jurassien. Parce que tu es jurassienne? Alors non, je ne suis pas jurassienne, moi je suis du nord de la France, de l'Oise, donc je ne connaissais pas du tout la montagne, je n'avais jamais fait de ski, voilà, c'était une immersion complète.
mais fantastique. Et en fait, j'en suis pas repartie. J'ai eu la chance de rencontrer Bernard Leclerc pendant ce stage. Et puis, c'est qui Bernard Leclerc? Alors Bernard Leclerc, c'est le scientifique, c'est une des premières personnes à s'être vraiment préoccupée de la conservation du grand tétras en France, et plus spécifiquement dans le Massif jurassien. C'est lui qui a été président du groupe Tétras Jura à ses débuts. C'est lui qui a vraiment impulsé en fait tout ce mouvement autour de cet oiseau, quoi. Et donc après, j'ai été recrutée au groupe Tétras Jura. Et puis ce qui m'intéresse, le fonctionnement associatif est finalement vraiment passionnant, quoi, parce que on rencontre une multiplicité de gens. On est indépendant dans la façon dont on peut mener les projets, c'est-à-dire on n'est pas... c'est vrai que l'administration a un pouvoir important, décide de beaucoup de choses, mais finalement, quand on est petit salarié, voilà, on a une marge de manœuvre assez limitée finalement. On doit répondre à des objectifs. Dans une association, les salariés, les équipes, les bénévoles peuvent être vraiment force de proposition. Et dès lors qu'on se donne les moyens de monter des projets, si on ne va pas contre l'action de l'association, il n'y a rien qui nous en empêche. Et ça, je trouve ça vraiment passionnant, quoi. Donc tu ne veux pas lâcher le morceau, quoi. En gros, tu veux continuer, quoi. Ouais, clairement. Non, je veux pas lâcher le morceau. Alors je dis pas qu'il n'y a pas des moments un peu de baisse de morale quand même. Parce que... 20 ans, c'est long. Et puis 20 ans et puis peu de résultats. Il faut bien être honnête. Il faut le reconnaître. Pas assez de résultats. Clairement, on n'est pas à la hauteur. Moi, voilà. Intimement, je pense qu'on a 10 ans pour sauver l'espèce dans le Massif jurassien. Si dans les 10 ans qui viennent, on n'a pas été capable vraiment de mettre en place des mesures fortes, éventuellement du renforcement de population, on n'y arrivera plus, il sera trop tard. Donc les 10 années qui vont venir risquent d'être cruciales pour je toi. Pense. Quoi, oui. Alors au-delà de moi, surtout de l'espèce. Quand je dis pour toi, pour ton activité. Mais pour le tétras, pour le tétras, pour l'activité qu'on a, pour les objectifs qu'on poursuit. Alors l'association, si elle n'est pas bête, elle pourra toujours, enfin les dirigeants de l'association pourront toujours dire on va parler des chouettes, on va parler des pics, il y a de la biodiversité forestière, il y a plein de choses à faire. Mais c'est vrai que le cœur principal de l'association, ça aura été un échec et ça c'est pas agréable, quoi. Donc effectivement moi j'ai pas envie de lâcher l'affaire et le fait de recruter des jeunes salariés, de travailler avec des stagiaires, d'avoir des jeunes volontaires en service civique, ça oblige aussi à se renouveler, à se remettre en question, à chercher d'autres approches et ça c'est passionnant. Oui, parce qu'il y a quand même, tu sens toi qu'il y a quand même, on va dire le grand public où se rapproche un peu de se sensibilise à ça, ou en 20 ans, tu as vu la différence, toi? Oui. Alors, je ne vais pas être sectaire, mais c'est vrai que les jeunes générations, globalement, dès lors qu'elles ont la bonne information, acceptent mieux cet aspect des choses, de dire, voilà, il faut préserver la nature sauvage. Voilà. Mais il faut être là, présent, pour apporter les arguments, pour présenter, pour expliquer, etc. Chez les anciens... Pas tous, encore une fois, mais il y a souvent encore ce mouvement de dire « Oh, vous nous cassez les pieds avec ça, c'est trop tard, c'est fini un peu. » Voilà, un laisser-aller, de dire « Bon, c'est fini, c'est un combat qui est perdu. » quoi. Donc il y a un petit peu cette dichotomie, finalement, dans la population. Et puis il y a des anciens qui sont passionnés, qui le sont toujours, qui le resteront. Ceux qui ont initié ce mouvement, ceux sont plus tout jeunes aujourd'hui. Oui, exactement, qui ont participé, qui ont été vraiment actifs, qui le sont encore, qui restent intéressés. Mais c'est bien de voir, la façon dont les enfants dans les écoles dans lesquelles on intervient, qui sont vraiment intéressés, qui ont des idées, qui veulent faire avancer les choses, les étudiants, et puis des jeunes élus qui viennent de démarrer leur mandat. Enfin, il y a plein de choses à faire dans les forêts du Haut-Jura. Donc le travail reste encore dur à mener sur les 10 prochaines années, mais il y a quand même des gens qui s'y intéressent. Quoi, oui, ça reste... Ça permet de continuer. Quoi, ça garde la motivation. Bon, très bien. Écoute, je te remercie d'avoir participé. Puis je te dis à bientôt alors. On parlera de Gélinas des Bois. Voilà.